Manger pour vivre ou vivre pour manger? Au milieu des années 70, personne ne se pose vraiment la question. En 30 ans, les privations de la guerre ne sont plus qu'un lointain souvenir. La nourriture, comme les autres biens, est consommée sans modération. L'agriculture ultra-productive fournit de tout et en grande quantité. C'est l'âge d'or de l'ogre consommateur. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut manger de la viande tous les jours. Ces petits excès de table vont bientôt avoir de grandes conséquences. Obésité, maladies cardiovasculaires ou diabète s'abattent sur la population française. Mais comment changer les mentalités de ces Gaulois fondamentalement ripailleurs? C'est du côté des grands chefs eux-mêmes que va venir la révolution. Donc ça, c'est un point aussi qui est important. Et donc, quatrième qualité, donc voilà, la notion de qualité nutritionnelle. Deux grands paramètres. Marie. Voilà, l'équilibre alimentaire donc quantitatif et l'équilibre alimentaire qualitatif. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va voir ça, on va faire un calcul de valeur À énergétique. Ferrandi, une des meilleures écoles de France, les jeunes cuisiniers sont formés à leur futur métier. Certains dirigeront un jour des établissements gastronomiques. Depuis un peu moins de 10 ans, leur programme du Bac Pro s'est enrichi d'un volet nutrition. Il était temps. Par rapport aux cours qu'on fait aujourd'hui, je trouve en sciences appliquées, il y a vraiment une différence parce que la cuisine française, elle est basée sur des recettes avec... C'est plein de matières grasses, quoi. Tout est basé de la cuisine française, c'est le beurre, la crème, et voilà. Et puis là, ils commencent à parler des crèmes à valeur énergétique réduite et ça fait peur à beaucoup de cuisiniers, quoi, à mon avis. Moi, je vois mon chef qui n'utilise pas du tout ça, quoi. C'est un peu ancienne école et nouvelle école, alors nous, je crois qu'on doit reprendre un peu c'est notre rôle, quoi. Vous avez maintenant de plus en plus des chefs cuisiniers qui font donc une cuisine minceur. C'est-à-dire... C'est un changement incroyable dans les mentalités et dans l'apprentissage de la cuisine. Car la cuisine française classique, ça a été longtemps ça. Voici le suprême de loup Marco Polo. Les cuisiniers en rajoutaient sauce, crème fraîche, beurre et même saindoux. Ils en mettaient partout. Pourtant, dès 1974, derrière ces fourneaux, un chef va trouver la solution. Michel Guérard, triple étoilé Michelin, compose une salade gourmande. Il vient de créer une nouvelle cuisine, la cuisine minceur. Alors, cette salade, c'est des haricots verts. Voilà. Un tout petit peu d'échalote. Les asperges, je vais garder les pointes comme ça et puis couper le reste. Et là, ces morceaux, on les mélange. Voilà. Alors à ça, donc, je vais assaisonner avec une vinaigrette. Mais au lieu de mettre 2, 3, 4 cuillères de vinaigrette, vous allez voir, je vais mettre simplement ça. Voilà, ça suffit. On y ajoute quelques lames de truffe. C'était ce que j'avais fait à l'époque, mais on peut aussi ajouter des lamelles de champignons blancs de Paris. C'est beaucoup moins cher et c'est bien. Pour le chef, cette salade appartient au passé. Il ne la sert plus depuis longtemps. Aujourd'hui, elle a perdu de son originalité. Mais à l'époque, elle a vraiment fait scandale. Ça, c'est pour deux. Le gras est apporté par le foie gras, mais en même temps, on apporte à la complexité aromatique de base un autre élément qui rend encore plus complexe la chose et qui rend plus harmonieux l'ensemble. Là, quand cette recette, vous la sortez de la cuisine, oui. Les réactions sont mitigées.
Oh bah, elles sont à peine mitigées. Je veux dire que je rencontre une désapprobation un peu unanime, ce qui est drôle quand même aujourd'hui, c'est à mourir de rire. Parce que on n'avait pas jusqu'à ce jour osé mettre un peu de foie gras avec de la vinaigrette. Voilà, c'est tout. C'est tout bête. Donc la cuisine française, c'était quand même un vrai carcan. C'était un peu un carcan. Bon, ce carcan, au fur et à mesure du temps, s'est desserré. Mais c'est vrai qu'on était coincé dans des recettes qui semblaient être fixées définitivement dans le temps. Voilà. Et ça, c'était un début de liberté, une envie de s'exprimer autrement, de jeter aux orties toutes ces contraintes qui empêchaient chaque cuisinier de s'exprimer comme il l'entendait. Dans la foulée de sa découverte, le chef décrit sa théorie dans un livre qui deviendra un best-seller. La grande cuisine minceur sort en 1976. Si le monde de la gastronomie n'est pas encore convaincu, les médias, eux, s'enthousiasment pour ce chef novateur. Écoutez un apôtre de la nouvelle cuisine, Michel Guérard. Eh bien non, la diététique et la gastronomie ne sont absolument pas incompatibles. Je crois que savoir manger, c'est savoir organiser son plaisir de la table. Finalement, c'est quelque chose qui se situe pour moi entre la boulimie et la restriction. Donc c'est la juste proportion qui permet finalement de trouver tout son plaisir. Car je pense que la table doit être, même pendant les régimes, une façon de prendre du plaisir. Ça veut donc dire qu'il faudrait, dès maintenant, mettre en place une cuisine un peu nouvelle, aussi agréable à voir, aussi agréable à manger. On a bénéficié d'articles même internationaux. Hein. Le Time, oui, bien sûr. Ouais, là, bon, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont passés sur le Time, donc c'est incroyable. Moi, j'étais dépassé même par les événements. Je ne pense pas que je méritais tout ça, de mon point de vue. Surtout que Michel Guérard n'était pas destiné à créer ce genre de cuisine. Il avait reçu une formation très classique de pâtissier. Le titre de meilleur ouvrier de France en poche, il travailla longtemps au Lido. Ce premier métier lui servira plus tard derrière les fourneaux. Qu'est-ce que c'est la pâtisserie, hein? C'est une suite, comme la cuisine, mais enfin, de manière plus précise, de réactions physico-chimiques. Donc, si on pèse pas, le soufflet, il va pas monter, enfin, etc. Donc, c'est une obligation. Alors, par la suite, quand je suis entré en cuisine, effectivement, on ne pesait pas en cuisine. Mais je ne me suis jamais départi de ces règles pâtissières et je les ai pratiquées en cuisine. Michel Guérard achète son premier restaurant, le Pot-au-Feu, à Asnières, en proche banlieue parisienne. Une impasse sordide, une adresse impossible à trouver, des écueils dont il saura tirer avantage. Puis on passait par la cour, parce que j'avais mis une table devant la porte d'entrée. Alors une cour, je vous dis pas, mon pauvre, il y avait les cabinets dans le fond de la cour, il y avait les voisins qui crachaient, enfin c'était vraiment très, très pittoresque. Mais les Parisiens adoraient ça. Et puis moi aussi j'adorais, parce que c'était drôle. Et j'ai eu 2 macarons. Je mangeais n'importe comment, je dormais 3-4 heures par nuit. 4 heures, c'était vraiment un maximum. Je partais après la fermeture, je partais aux Halles. Vous voyez un peu, je voyais pas la nuit. Je voyais que le jour. Et bon, ben voilà, oui, l'embonpoint est venu, oui, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma future femme, Christine, que j'ai trouvée fort jolie et pour laquelle j'ai eu tout de suite de tendres sentiments, m'avait fait cette remarque sur mon embonpoint. Donc je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose. Christine l'invite plusieurs fois à Eugénie-les-Bains, une station thermale dont elle est la propriétaire. Le chef va alors découvrir avec horreur le traitement gastronomique infligé aux curistes.
J'ai vu des curistes tristes, attablés devant une assiette avec une tranchouillette de jambon, quelques carottes râpées. Et là, je me suis dit, j'ai pris conscience que ça avait quelque chose d'inhumain. Parce que l'homme, le Français en particulier, adore la table. Et s'il en a fait excès, bien sûr, il en résulte l'obligation parfois de se mettre au vert. Mais je trouvais quand même anormal qu'on n'ait pas imaginé une cuisine qui puisse s'adapter à ce genre de circonstances. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler très sérieusement ce que j'ai appelé par la suite la cuisine minceur. Ainsi, quand le bol alimentaire traverse l'estomac, seuls les protides en rouge sont transformés en substances simples. Glucides et lipides forment encore une masse indéterminée. Il va falloir vous priver, il va falloir restreindre. C'était des mots de restriction en fait, mais c'était pas de la punition quand même. C'était, il va falloir manger autrement, il faut vous supprimer les graisses, il va falloir que vous fassiez comme ci, comme ça. C'était très directif. Mais le goût n'arrivait pas du tout en priorité, c'était même tout à fait secondaire. On disait, bon, ajouter des fines herbes éventuellement, mais on ne parlait pas du tout de diététique gourmande. C'est avec Michel Guérard, que la diététique gourmande est arrivée. C'était le précurseur, en fait, du goût dans la cuisine minceur. Le chef s'établit définitivement avec sa femme à Eugénie-les-Bains et y reçoit sa 3e étoile. Ce petit village landais de 300 habitants va rapidement profiter de l'invention de la cuisine minceur. Aujourd'hui, à l'entrée du village, le message est clair. Étranger, ici, tu perdras des kilos. Nous étions tous paysans ici, et aujourd'hui, vous avez des gens qui possèdent jusqu'à 25, 30, 40 logements et qui ont une fortune. Et c'est M. Guérard qui a tendu la perche à tout le monde. Et nous pouvons aussi nous promener chez Guérard, chose qui est très rare de la part d'un propriétaire, de vous laisser tourner autour de l'hôtel, vous promener, amener vos choses. Si nous prenons le café, il faut penser à prendre quand même 15 € pour prendre le café. Bon, mais ça c'est tout à fait normal. Non, mais je loue la présence de monsieur et de madame et monsieur Guérard. Pour être poli, disons madame et monsieur Guérard. Cette réussite est le fruit d'une collaboration, celle de Michel et de Christine Guérard. Elle l'a toujours soutenue et a fait de sa station thermale un laboratoire culinaire pour son mari. Mais Eugénie, c'est le résultat d'un rêve. D'abord d'un rêve de mon père, ensuite de mon propre rêve qui s'est commué à celui de mon père. Et ensuite, j'ai réussi à persuader un monsieur passionné qu'il fallait venir rêver avec moi ici. Hein. C'est relativement simple, mais je pense que non. Si quelqu'un n'est pas passionné, ça m'aurait profondément ennuyé. Je l'aurais planté là, c'est qu'à le dire, oui, j'aurais encore planté. J'aurais fait autre chose, mais j'aurais pas pu rester avec quelqu'un de mi-figue, mi-raisin, si je puis dire. Voilà. Le couple est complémentaire. À Michel, l'innovation, la cuisine. À Christine, tout le reste. Passionnée de décoration, de botanique, elle a su rendre à Eugénie ses lettres de noblesse. Avant l'interruption, vous voyez, avant le gros massif, c'est-à-dire quelque part dans le lointain, peut-être là. On le posera, on regardera. Voilà. C'est mon père qui a acheté cet endroit parce que mon père était un fanatique des parcs, des jardins et des sources. Donc dès qu'il y avait une petite pistette en France d'eau thermale, il craquait. Et surtout s'il y avait un beau parc et des beaux arbres anciens. Donc ici, il y avait tout ça. Il y avait déjà une grande structure hôtelière, mais qui avait été, avec le phénomène de la guerre, complètement laminée, si je puis dire. Et quand on a repris, donc, il a fallu braver tout ça, parce que c'était un grand aquarium vide, voilà, je dirais. Voilà. Depuis, l'établissement a bien changé. Les Guérard ont patiemment façonné les lieux à leur image. Tout y est pensé pour le bien-être des visiteurs. Ils ont créé un petit coin de paradis, loin du tumulte de la ville. Mais ce dont ils sont le plus fiers, c'est d'avoir fait revivre la cure thermale, celle des assurés sociaux. Ces malades souffrant de diabète, d'obésité ou de rhumatisme avaient presque déserté Eugénie-les-Bains. Nous sommes une station thermale. Bien, donc on reçoit
des gens qui ne roulent pas en Rolls. On reçoit toutes sortes de gens. On a un panel de société qui est assez extraordinaire d'ailleurs. Des gens qu'on a envie d'aimer un peu plus parce qu'ils sont délaissés par leurs enfants. C'est pour ça que le thermalisme, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Tous les matins, on passe en cuisine prendre la liste des plantes qu'il faut pour la journée. Et on essaie de les cueillir au maximum fraîches, quoi. J'étais essentiellement tourné vers les plantes ornementales et là, bon, en venant ici, c'est sûr qu'on apprend à connaître tout ce qui a trait à la cuisine, quoi. Donc ça, c'est de l'oseille, c'est pour faire des sauces. Bonjour. Voilà les herbes du matin. Merci. Alors, il y a de l'oseille pour Jackie, et le reste c'est pour les cuisines. Ouais. C'est de la marjolaine. Stéphane Mack, un des chefs de cuisine, a la lourde responsabilité de l'alimentation des curistes. Chaque menu est spécialement élaboré avec l'aide d'une diététicienne. Donc voilà, la cuisine santé nature, cuisine minceur pour les curistes se situe sur 3 semaines de menu. Donc on a semaine 1, semaine 2, semaine 3 et après on repasse à la semaine 1. Comme la cure dure 21 jours, donc ça nous fait nos 3 semaines de menu et les curistes ne mangent jamais la même chose. Et on change ces menus-là selon les saisons. Donc là vous voyez, bon, là il y a la nage de Saint-Jacques à la cardamone. À la fin du mois, elle n'y sera plus parce que c'est la fin des Saint-Jacques. On va mettre autre chose. Et plus on avance sur le printemps, l'été, on fait des soupes froides, on fait des entrées un peu plus printanières, selon les saisons, des ceviches de bar à la mangue, des choses comme ça. Comme on traite l'obésité, on met tout ce qui est viande le midi, pour que les gens ont le temps de les assimiler, et un poisson le soir. Voilà. La cuisine minceur privilégie la simplicité des goûts. Les légumes, les fruits y tiennent une grande place. Mais il ne faut pas croire que cette cuisine se résume à une éternelle salade remaniée. Non, vous ne rêvez pas. Sur ce menu, il est bien écrit pièce de bœuf sauce béarnaise. Cette sauce est pourtant l'une des plus riches en beurre de l'histoire de la cuisine française. Bien sûr, il y a un truc. Au départ, c'est une réduction vinaigre, échalote, estragon, avec 4 jaunes d'œufs pour 250 grammes de beurre. Et ça, c'est la proportion en général pour 8 personnes. Donc, ce qui est énorme. Donc nous, avec M. Guérard, on a pensé à pas mal de choses. Donc on est parti exactement sur la même base de la sauce béarnaise. Sauf qu'au lieu d'incorporer du beurre, nous allons incorporer du lait concentré non sucré, que nous allons monter au batteur. Et lorsqu'on monte au batteur, ça monte comme une chantilly. Et là, on passe à 4% de matière grasse en éliminant tout le beurre. Donc plus du tout de beurre. Donc là, je vais vous faire la démonstration. Donc on a démarré déjà la réduction. Je vais incorporer mes jaunes. Voilà. Et nous allons monter ça sur le fourneau. Comme un sabayon. Alors le sabayon, il faut bien le cuire. Alors on arrête la cuisson du sabayon lorsqu'on voit le fond de la casserole. Donc, alors, vous voyez le sabayon là, on le monte. Alors une béarnaise en général, quand arrive à ce stade, on fouette jusqu'à ce temps que ça refroidisse, que le sabayon refroidisse, avant d'incorporer le beurre clarifié. Le lait concentré non sucré, on l'a monté comme une chantilly. Ça triple son volume. On incorpore à la place donc du beurre clarifié. Voilà. Voilà.
Ensuite, nous allons l'assaisonner. Donc, on va mettre l'estragon cerfeuil, de ciboulette. Un peu de sel. Impeccable. Donc là, on obtient une béarnaise, donc, sans beurre clarifié, et qu'on baisse en calories de plus de, je dirais, du triple de ce que ça vaut. Bah, les gens sont surpris, parce que quand on dit béarnaise minceur, ils pensent toujours au beurre. Hein, donc ils n'y croient pas, hein, et quand on leur fait... Alors des fois, bon, on leur explique notre petit secret, mais bon, c'est vrai que c'est un peu magique. Hein. Voilà. L'autre chef de cuisine d'Eugénie a un parcours étonnant. Depuis plus de 35 ans, Jacques suit Michel Guérard. Il a même connu les débuts de cette aventure. Et puis on est souvent resté l'après-midi pour regarder M. Guérard qui essayait lui aussi une nouvelle recette. C'était une grande époque. C'était une nouveauté pour tout le monde. Alors chacun était très excité de voir ce qui se passait. Les pauvres, quand j'ai commencé à parler de ça et puis à faire devant eux des plats, bien sûr, ils étaient un peu interdits parce que c'était une rupture, en partie une rupture avec ce qu'ils avaient appris, mais quand même, comme ils étaient jeunes, très rapidement quand même un intérêt à une... C'est un petit peu comme si ils allaient se lancer dans un master cuisine, spécialité santé. Pour bien comprendre le caractère révolutionnaire de la cuisine minceur à l'époque, il faut connaître ces 3 techniques de base. Bon, là, je vais faire une purée de champignons cuits dans le lait. La première de ces techniques, une des plus importantes, est la liaison des sauces grâce à des purées de légumes. Alors, cette purée nous servira pour lier une sauce, et c'est une sauce qui pourra servir très bien pour une volaille pochée ou une volaille grillée même. Cette sauce pourrait remplacer largement la sauce suprême. Sauce classique, fond de volaille réduit avec crème fraîche et piment d'Espelette. Une sauce très riche. Très riche, très riche. La cuisine française, qu'est-ce que c'est? C'est quelque part souvent des protéines, poisson, viande, et puis des sauces. Et ça, c'est dans nos gènes. Bon. Quand il n'y a pas de sauce, on les regrette un petit peu. Donc, dès le départ, je me suis penché sur cette question en me disant, dès lors que je ne peux plus mettre de la crème réduite et liée avec du beurre, c'est-à-dire une explosion de calories, que puis-je faire pour avoir des sauces un peu onctueuses? Et c'est comme ça que est née l'idée de liant grâce à des légumes. Alors, ce qui est formidable dans cette technique-là, c'est que on peut, comme un compositeur de musique ou un peintre, imaginer plusieurs légumes qui vont se rassembler pour former, comme un grand parfum, comment dirais-je, une excellence de goût. Donc ça, c'est une des choses que l'on continue de faire. La seconde technique nous paraît évidente aujourd'hui. C'est la cuisson vapeur. Elle garde aux aliments tous leurs principes nutritifs. En 78, nous sommes allés en Chine avec nos épouses, mais il y avait Chapelle, il y avait Pierre Troisgros, il y avait Saint-Brasse. On était 4 cuisiniers et puis des amis, et on a découvert la Chine de Tintin et Milou. 1978, c'était incroyable. On a vu plein de choses que nous offrait chaque cuisine de province, que nous découvrions. Et bien sûr, la cuisine vapeur fait partie d'un des éléments de cuisson de la cuisine chinoise qu'on n'avait pas l'habitude de pratiquer en France, c'est sûr. Dernier élément important dans la cuisine du chef, les fines herbes. Elles sont utilisées telles quelles ou transformées en purée. Je vais blanchir mes herbes, les rafraîchir. Estragon et persil. Juste blanchi à l'eau salée, refroidi à l'eau glacée pour fixer la chlorophylle. Puis il reste bien vert. On peut s'en servir pour faire des sauces, par exemple une sauce froide, dans du fromage blanc 0%. Assaisonné, on ajoute une cuillère et ça fait une sauce aux herbes, sans matière grasse.
Il y a une partie de la cuisine où la diététicienne de l'établissement revient souvent. La pâtisserie à Eugénie est un défi quotidien. En effet, comment réussir à faire des desserts minceurs? Quand on arrive chez M. Garard, on arrive avec nos bases classiques et il faut tout revoir depuis le début parce que c'est des choses qu'on n'a plus le droit d'utiliser ou du moins à moindre quantité comme la crème. Et le beurre, c'est très 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 rarement. Vous faites 2 desserts minceurs, s'il vous plaît. On va jouer notamment avec les blancs d'œufs dans les mousses. On va jouer avec différentes sortes de sucre, notamment le fructose. Donc là, ce soir, on va faire un soufflé glacé framboise. Alors logiquement, un soufflé glacé framboise en dessert gourmand, ce sont des jaunes qui sont ce qu'on appelle montés avec un sucre cuit, que l'on va mélanger après avec de la crème montée et après avec éventuellement une pulpe de fruits, quoi. Donc ce sont des desserts qui sont très riches. Les jaunes d'œufs sont proscrits, le sucre est proscrit, donc on va travailler différemment. Voilà. Donc là, je mets ma pulpe de fruits. Ma crème liquide. Donc là, on va refermer avec la tête du siphon. Toujours bien serré. Je mets mes blancs dans ma cuve et je verse l'intégralité de mon siphon dedans. Voilà. Et on va soulever la masse et mélanger. On va les mouler dans des cercles en inox ou éventuellement dans des tasses, peu importe. Dans le congélateur. Et je vais vous montrer, parce qu'il y en a qui sont déjà faits. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir peser un soufflé glacé pour voir à peu près le poids que ça fait. En moyenne, 30-35 grammes, c'est un peu plus lourd. 35 grammes, alors qu'un entremets classique, on va dire soufflé classique de cette taille-là, c'est quelque chose qui ferait au moins 120 grammes, quoi. Voilà. Que pensent les principaux intéressés de la cuisine minceur gourmande? À la Maison Rose, dans la salle à manger, l'ambiance est surprenante. Les curistes d'Eugénie sont peut-être les seuls au monde à être heureux de passer à table. Foie gras avec des haricots verts, une salade de haricots verts, vraiment très bon. Donc on a le droit d'être en cure et de manger du foie gras. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et monsieur, vous êtes là pour soigner quelque chose en particulier? Oui, le diabète. Le diabète. Ah, donc je suis un gros mangeur. Donc c'est pourquoi je faisais pas de cure jusqu'à présent, parce que je redoutais ce genre de régime. Et là, je suis agréablement surpris parce que on mange très bien. Nous, quand nous avons l'habitude de faire notre régime, c'est souvent les œufs durs, le fromage blanc, les haricots verts et les grillades. Que là, non, absolument pas. On ne s'entendait pas du tout à ça. Et c'est vraiment un grand plaisir d'arriver à table. C'est pour nous un grand moment. Et on découvre toujours des saveurs, des menus variés, des senteurs. Et puis, notre première semaine a déjà été très, très favorable avec des kilos en moins sur la balance. Elle était très généreuse avec nous. Qu'est-ce que tu manges chez toi? Bah, je mange pas très équilibré, même pas du tout. Puis là, il y a tout, il y a des trucs super bons. Puis c'est équilibré. Je voulais perdre du poids et puis me sentir mieux. C'est vrai? C'est difficile d'être en surpoids? Non, pas trop, ça va. C'est pas le regard des autres, alors? Ouais, c'est plus ça. La démocratisation, c'est un sujet... il y a quelque chose de religieux là-dedans. C'est-à-dire de faire plaisir au plus grand nombre et d'une manière accessible. Donc en tout cas pour moi, c'est quelque chose pour lequel j'éprouve beaucoup de plaisir quand on peut y parvenir. Michel Guérard a toujours poursuivi l'idée de démocratiser ses inventions culinaires. Dans les années 80,
Il va même être le premier chef 3 étoiles de l'histoire de la cuisine à travailler avec l'industrie agroalimentaire. C'est amusant hein, de retrouver ça. Hein? C'est joli ce plat. On avait appelé ça, je crois, savarin de poisson à l'océan. Le chef va employer toute sa science pour redorer le blason de la fameuse marque de surgelé au poisson carré. À l'époque, il faut se rappeler, on est maintenant au début des années 80. Les surgelés, c'était des produits de base, c'était des produits des pommes de terre, c'était les légumes, c'était les poissons panés, mais on n'avait pas, je dirais, franchi toutes les barrières du consommateur qui pensait toujours que c'était en quelque sorte le dépannage. Donc on est passé le dépannage à la vraie cuisine de plaisir. Hein. Et donc là, on était tout à fait innovateur. Hein. On sent bien le cresson. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer des plats surgelés qui tranchaient évidemment avec tout ce qui s'était fait avant. C'était de la cuisine. Je me souviens d'un savarin de crustacés, d'un pitivier de poisson formidable qui a été... On a fait des tonnes extraordinaires. Une fois qu'on a lancé la gamme Michel Guérard, on a donc installé et on a crédibilisé, je dirais, la cuisine haut de gamme dans le domaine du surgelé. Une fois que ça s'était fait, on a lancé après une autre gamme légère qui s'appelait Cuisine légère de Findus. Hein. Et à ce moment-là, ça a été un vrai succès. Ça a été probablement une des plus grands succès dans le domaine alimentaire à l'époque. Hein. On a sorti le surgelé de son ghetto. Alors évidemment, là, les critiques, surtout de certains de mes collègues, disent mais qu'est-ce que Michel va faire dans cette galère? Parce qu'ils n'avaient pas bien compris l'approche. Je sais que lorsque j'ai pris cette décision, j'avais bien conscience des risques que je prenais. Je l'ai fait sciemment parce que je pense qu'un cuisinier doit aller au-delà des plats qu'il fait pour une certaine élite et par conséquent a peut-être, entre guillemets, un espèce de devoir social à jouer. Bon, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, moi j'étais heureux et puis par la suite, ils ont sûrement compris. La preuve, c'est que après beaucoup d'autres sont venus rejoindre l'industrie de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, grâce aux surgelés et aux recettes des magazines féminins, l'idée que l'on puisse mincir en se faisant plaisir n'étonne plus personne. Mais les principes de la cuisine minceur de Michel Guérard ont-ils conquis ses propres collègues ? Là, il y a donc une série sur Antonin Carême. Bon, j'ai quelques Larousse d'Alexandre Dumas ou quelques Larousse ici. Et puis surtout, pas mal de bouquins sur, je sais pas, les plantes, toute la série de François Couplan, les herbes, les plantes sauvages. C'est vachement intéressant de comprendre un petit peu, savoir comment ça se passe. Et donc, vous avez bien sûr le livre de M. Guérard? Alors, il doit être dans la série, tout à fait. Donc, il est là. M. Guérard, il est là, le fameux bouquin de M. Guérard, ouais. Donc, sur la grande cuisine minceur. Donc, c'est un bouquin que j'ai dû avoir, je sais pas, vers 18-20 ans. Quelques précurseurs sur la cuisine un petit peu light, en fait. Et on s'aperçoit qu'on peut faire une très bonne cuisine avec un peu de réflexion. À 38 ans, Pascal Barbeau est l'un des meilleurs cuisiniers de sa génération. Caché dans la minuscule rue Beethoven à Paris, son restaurant L'Astrance est le plus petit des 3 étoiles au monde. Grâce à son compère Christophe Roy, qui officie en salle, Pascal peut se consacrer entièrement à son art. La cuisine est à l'image du restaurant. Lilliputienne. Pourtant, dans ces 18 mètres carrés, 8 cuisiniers atteignent chaque jour l'excellence sous la férule de leur jeune chef. Mais bon, c'est pas très grand, non. Mais ça va, on s'en sort, ça fait 10 ans. Plus on se rapproche sur les belles saisons, le printemps, l'été, moins on a envie de cuisiner avec le beurre. Mais par contre, je bannis absolument pas le beurre de la cuisine. L'hiver, par exemple, je vais vraiment, des fois, sur un menu de 8 plats, il va y avoir un plat où vraiment le beurre va être très présent dans l'assiette. Maintenant, on peut lier nos sauces avec nos jus, avec une purée légumes, et là, c'est avec une purée de fruits. Donc, tout simplement, il n'y a aucun apport de matière grasse. On recherche vraiment, bien entendu,
manger bon, mais la sensation la notion de bien-être à la fin d'un repas, c'est quelque chose de très important. À l'heure où les cuisiniers prennent leur pause déjeuner, Pascal Barbeau en profite pour nous montrer une de ses recettes très inspirée par la cuisine minceur. J'aime beaucoup travailler avec des choses relativement concentrées et très parfumées. Donc là, on est simplement sur une petite tombée d'épinards, piquillos, ail, citron confit, cumin. Donc là, c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu le détonateur. Ensuite, mes asperges qui ont été cuites simplement à la vapeur. Donc une verte, une blanche, donc deux amertumes légèrement différentes. Ensuite, orange amère. Donc l'orange amère qui a été confite dans un sirop. Donc là, ce sont simplement quelques bandes d'orange amère qui jouent le rôle de l'assaisonnement. Ensuite, pétales de fleurs d'oranger. Donc très parfumé, très parfumé. Émincé en julienne. Sur mes asperges. Ensuite, asperges sauvages. Véritable asperges sauvages. Là, on a l'impression de manger une boîte d'asperges tellement ça explose en bouche. Alors le coulis, donc, lié à la pulpe de cédra, donc citron, gingembre, jus de citron, jus de gingembre, émulsionné avec une huile d'olive verte, donc française. Des petites notes donc de violette. Alors là, on va mettre les amandes caramélisées, oxalis. Donc petite herbe acidulée. Donc voilà l'assiette un petit peu de l'asperge, donc le côté très végétal. Un jeu sur l'amertume, donc l'équilibre avec le côté sucre, donc amande caramélisée. L'équilibre avec l'orange amère et la sauce citron gingembre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la cuisine française, c'est savoir s'inspirer des cuisines étrangères. On peut pas du jour au lendemain comme ça renier la crème, le beurre et tout ça. C'est pas quelque chose. On a besoin justement pour apporter un petit peu de confort dans la bouche, de palais, de cette sensation agréable, cette douceur, ce côté. Mais il faut pas en abuser. Il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Et s'inspirer des cuisines étrangères, c'est une très bonne solution. Par exemple, les cuissons vapeur n'existaient pas du tout avant 1980. Complètement. Alors bon, justement, moi je pense à Monsieur Guérard, même qui a été très loin, même à la cheminée, il fait des cuissons à la vapeur. Donc c'est vraiment, ça symbolise un petit peu l'intelligence du cuisinier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a vraiment eu réflexion. C'est pas du jour au lendemain. Tiens, aujourd'hui je me lève et je vais faire une cuisson à la vapeur à la cheminée. Il faut vraiment avoir cette notion de réflexion, de se mettre à la place du client, de bien-être. Il faut avoir vraiment de la jugeote un petit peu pour aller jusque-là, quoi. Donc chapeau, Monsieur Guérard. Michel Guérard n'a plus grand-chose à prouver. Les principes qu'il a initiés sont couramment utilisés par la plupart des grands chefs. Mais le père de la cuisine minceur s'est donné un nouvel objectif. Aujourd'hui, il porte ses recherches sur les plats les plus riches et typiquement français, dont le plus emblématique, le cassoulet. Un cassoulet, c'est merveilleux. C'est un plat qui cuit longuement au four, four de boulanger, c'était comme ça au départ, dans ces petites coquelles de terre cuite. Alors évidemment, on est obligé de briser la recette et de s'y prendre autrement. Alors les haricots, eh bien, on en a mis beaucoup moins et on a remplacé ça par des légumes, tout simplement. Hein. J'allais dire, c'est plus joli à regarder même qu'un cassoulet ordinaire. Voilà. Alors ici, nous avons de l'échine de cochon, mais qui a été bien dégraissée et cuite lentement dans un bouillon. Nous avons du canard. Ce n'est pas du confit de canard, c'est un morceau de cuisse de canard qui a cuit lui aussi longuement dans le bouillon. Donc ce sont des viandes qui se défont quand on les mange. Voilà. Et puis là, eh bien, le saucisson traditionnel, on l'a remplacé par un saucisson que nous faisons, qui est à base de volaille, mais qui est à base de cèpe, et donc peu calorique, mais néanmoins extrêmement goûteux. Voilà, un tout petit peu de chapelure, mais vous voyez, c'est imperceptible. C'est juste pour se rapprocher de la tradition. C'est un petit peu, j'allais dire trompe-couillon, comme on dit chez nous, ici dans les Landes, mais un client habitué à un cassoulet sera rassuré
de la présentation de ce cassoulet, même s'il perçoit bien qu'il est un peu différent, mais il sera présenté dans sa coquelle de terre traditionnelle et il aura l'aspect d'un cassoulet. Et alors là, juste avant de servir, on a fait avec notre canard un tout petit fond dégraissé, hein, très pur, et nous allons simplement, vous voyez, mettre ce petit jus. On rajoute ce petit bouquet garni et on a là quelque chose, ma foi, de très satisfaisant au niveau visuel, mais aussi et surtout très satisfaisant au niveau gustatif. Et ça fait 240 calories. Donc vous voyez, c'est divisé par 3 ou 4 le cassoulet traditionnel. On est en train de réactualiser une ancienne recette que M. Guérard faisait, c'était l'œuf de poule au caviar. Et on est en train de le changer, quoi. Sinon, un petit peu. Enfin, on va mettre la mousse. Voilà. C'est pas mal de mettre les œufs dans la mousse. Enfin, pas mal, oui. Ça anime la mousse. Oui. Bon, voilà. Puis on mettra le caviar, c'est le pot, là. C'est assez extraordinaire. Hein? C'est joli. Voilà, et la tartine là. Vous l'avez la tartine? Oui. Là, on est dans une naturalité jolie. Hein? Bon, et vous voyez, là, c'est bon, là, ça a eu du... Pas de problème. Bon, et vous avez oui, la pomme de terre. Allez. Amenez la pomme de terre, messieurs. Voilà, allez-y. Allez-y, mes enfants, allez-y. Sébastien, j'aimerais qu'on fasse... j'aimerais qu'on fasse un truc un peu fou. J'ai appris, ça je ne savais pas, que la protéine la plus pure, c'est le blanc d'œuf. Bon, moi je ne savais pas. La protéine la plus pure, c'est le blanc d'œuf. Je ne savais pas. J'aimerais bien qu'on parle du principe de la meringue suisse. On monte à chaud dans un bassin et remplacer le sucre par un bouillon réduit. Un bouillon réduit, un bouillon de volaille, faire l'essai, de façon à obtenir une espèce de crème blanche qui deviendrait un agent de liaison des sauces. Ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça peut être intéressant, Stéphane. Oui. Parce que pour lier les sauces blanches, blanquettes et tout ça, il y a un truc. Bon, on va voir. Hein. Ici, on essaie de même faire perdurer cette ambiance qu'on a mis en place d'ateliers, de construction, avec toutes les connivences, avec toute la participation de chacun, de tout le monde. Hein. Des maisons comme la nôtre, mais il y en a plein en France, les jeunes cuisiniers s'y précipitent parce que intuitivement, ils sentent qu'ils ont besoin d'une autre formation, qui est une formation moderne, qui leur permet de mieux comprendre ce qu'est ce métier manuel, mais aussi de mieux s'exprimer. Et ceux qui sont intelligents, c'est ceux-là qui ont bien senti que quelque part, il manquait quelque chose. Et ce qu'ils avaient reçu était loin d'être abouti. Par rapport au carré d'agneau, vous avez des os qui sont plus importants au niveau de la taille. Donc le principe est le même au départ. Hein. On dégage en évitant de vous couper les doigts et vous allez venir. Ils sont en première année, donc ils apprennent toutes les techniques de base, aussi bien tout ce qui est gestuel, les taillages, les tournages, que les techniques de cuisson. En prenant mon morceau de sopage. En prenant ton morceau de sopalin, tu te coupes, toi. Tu es fort. Voilà. Toutes les techniques de base. En cours pratique,
Joël Brouilly a la lourde tâche de préparer ses élèves à l'examen final du bac pro. Là, il tourne les pommes de terre. Oui. On peut dire que c'est très classique, tourner les légumes. Oui, c'est même quelque chose qui se pratique de moins en moins en entreprise, mais bon, ça fait partie des critères du référentiel examen, c'est comme ça. Ils ont un examen à passer. Le bouquet garni, un petit peu d'assaisonnement. L'école et les enseignants n'y peuvent rien. Cet apprentissage, parfois obsolète, est le programme officiel établi par l'Éducation nationale. Quand on étudie les sauces, c'est ce que je leur dis en théorie, hein, c'est qu'il y a certaines sauces qui ont pratiquement disparu des mises en place actuelles. Là, on voit qu'on tamponne avec du beurre pour empêcher oui, la on sauce tamponne avec du beurre, on réalise une liaison à base de roux. Hein, ça, c'est des choses aussi qui disparaissent de plus en plus. Hein. Alors, moi-même, je leur dis que ça, on peut mettre une croix dessus. Hein. C'est des techniques classiques du XXe siècle, oui. Oui, et puis même du XIXe. Oui. Allez. Pas de trace dans ce manuel d'une liaison légère aux légumes. Les élèves apprennent donc des rudiments de nutrition en cours théorique, mais aucune technique en cuisine pour les mettre en place. Les référentiels actuellement ont quand même été créés il y a quelques années et peut-être sont issus d'une cuisine encore trop traditionnelle, une cuisine des années 70 où de toute façon il fallait consommer beaucoup, on consommait beaucoup à tout point de vue, les biens de consommation courante mais aussi dans l'alimentation et des choses effectivement très riches en gras, en lipides, très riches en sauce. Les plats étaient très saucés. On est encore un peu là-dedans sur les référentiels. Mais on s'en dégage de plus en plus. Et une fois encore, je vous le dis, les jeunes voient bien ce qui se passe dans les restaurants gastronomiques actuellement. Et ils sont en demande de nouvelles approches. Et puis les techniques évoluent aussi, les techniques culinaires. Et on a à notre disposition maintenant des modes de cuisson, vapeur, des modes de cuisson basse température, etc., sous vide, qui peuvent nous permettre de faire différemment et de façon, c'est vrai, plus saine. Ça vous plaît pas déjà. C'est un peu liquide la sauce là. C'est sûr, je l'ai vu tout de suite. La cuisson est bien. Très bien. Je voudrais que la France soit la première au monde à prendre à bras-le-corps ce qui est une espèce de réponse aux vagues endémiques en matière de santé, c'est-à-dire, et en particulier sur le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, dont tout le monde sait que c'est une catastrophe, mais tout le monde est jusqu'à ce jour resté dans la théorie. Le chef a décidé de passer lui-même à l'action. Aidé par d'éminents médecins, il collabore depuis plusieurs mois avec le ministère de la Santé. À 77 ans, son rêve de démocratiser la cuisine gourmande minceur est peut-être en passe d'aboutir. 4e réunion, qui en principe devrait être la dernière aujourd'hui. Oh bon, c'est bien. Oui, tout à fait. Donc on a relativement bien travaillé puisque au comité de pilotage qui était présidé en fait par Madame Bachelot et donc qui a ouvert les travaux, donc il était prévu qu'on allait mettre au point un livre blanc. Donc en fait ce livre blanc fera un état des lieux et ensuite en fait ce que l'on souhaite c'est pouvoir donner l'information aux écoles de cuisiniers, donc côté éducation nationale, pour que la formation des cuisiniers soit adaptée. Et puis alors, à plus long terme, ce que l'on souhaiterait, c'est pouvoir donner des informations de cuisine aux médecins. Parce qu'en fait, quand le médecin donne des régimes à son patient, bien souvent, il est dans l'interdit, vous ne mangez pas d'œufs et vous ne mangez pas d'œufs. Et chacun apprend de chacun, parce que c'est la rencontre entre la blouse blanche du médecin et la toque du cuisinier, mais je veux vous dire que chacun apprend de chacun. C'est un sujet captivant. Hein. C'est bien sûr. Parce qu'on est en train d'amorcer ou de tenter de mettre en place une mini-révolution quand même. Et il ne faut pas qu'elle
apparaisse comme une révolution. Hein. Il faut qu'elle apparaisse comme une suite tout à fait logique de ce qu'on entend par cuisine française, qui s'accompagne de plaisir, qui s'accompagne de... Pour nous, en tant que professionnels de santé, le gros enjeu, c'est vraiment de dire santé, plaisir, nutrition, gastronomie, tout ça, ça n'est pas du tout incompatible. Et c'est vraiment fondamental. Vous pensiez un jour passer des fourneaux au ministère? Écoutez, je vais vous faire une confidence. Avant d'être cuisinier et avant d'être pâtissier, j'aurais aimé être médecin. Et la fatalité a fait que j'ai pas pu. C'était juste après la guerre, etc. Et voyez, vous, d'un seul coup, vous me faites réfléchir à la question. Et c'est vrai, c'est drôle tout de même que je me retrouve là, au ministère de la Santé, à parler de cuisine. Voilà, c'est peut-être une fatalité à laquelle je ne pouvais échapper. Je me propose aussi de préparer très vite un second livre de recettes originales qui, elles, font même parfois grossir. Et je berce encore un vieux rêve, celui de marier un jour prochain la cuisine gourmande à la cuisine minceur et qu'elle devienne un nouvel art de vivre pour l'honnête homme d'aujourd'hui et de demain. Ça n'a jamais changé en fait depuis 35 ans, vous avez toujours... Non, je me rends compte que c'est toujours d'actualité, plus d'actualité que jamais, c'est vrai. Mais c'est un rêve que je considérais à l'époque un peu utopique. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, la réalité nous rattrape et qu'il me paraît en tout cas de plus en plus indispensable de mettre en place cette cuisine de l'avenir qui rassemble le plaisir de la table, mais en même temps les impératifs de santé.